Merci. Bonsoir à tous. Il y a un micro. J'espère que le micro, on va l'utiliser. C'est encore mieux. Ouais, ça marche. Non. Il faut appuyer vers le haut. Appuyer vers le haut. Ouais. Ça a l'air de marcher. Bonsoir à tous. Nous remercions nous aussi, François Gilles et moi-même, les camarades qui ont organisé cette rencontre. Nous allons essayer de vous présenter un peu une situation de l'Algérie contemporaine et puis de sa situation vis-à-vis de ses partenaires étrangers, en particulier la France, avec qui il y a, comme chacun sait, un long passé, une longue histoire. Aujourd'hui, l'Algérie vit depuis pratiquement 20 ans, depuis 1999, sous le règne nominal d'un chef d'État qui est complètement absent de la scène publique depuis au moins 5 ans. Le président Bouteflika, qui a été imposé par les décideurs qui sont les véritables patrons, si vous permettez la formule de l'Algérie actuelle, en 1999, au cours d'une sorte de mascarade électorale qui s'est reproduite à plusieurs reprises, et en quelque sorte le visage civil d'un régime qui n'a ni institution, ni nom, ni identité ou adresse politique. On ne sait pas en Algérie aujourd'hui qui contrôle effectivement le pouvoir, tant la figure du chef de l'État est réduite à des apparitions fantomatiques, ectoplasmiques, d'un personnage qui suscite davantage la compassion que l'adversité ou que la critique. À ce niveau de fatigue, ce niveau d'usure physique et très visiblement mentale ou psychologique, on ne peut avoir qu'une réaction humaine face à cet homme que l'on exhibe toute honte bue pour inaugurer des stations de métro ou des arrêts des stations de métro ou des gares ou des mosquées. Quelle est maintenant la position des partenaires? L'Algérie, depuis la chute des prix du pétrole en 2015, vit dans une sorte de compte à rebours qui ne dit pas son nom. Tout le monde sait que les ressources du pays, à 98%, viennent de ressources non renouvelables, de gisements fossiles, de gaz et de pétrole, et que l'Algérie importe pratiquement, pour les entreprises et pour les ménages, plus de 70% de ce qu'elle consomme. Et donc, dans cette logique, les réserves de change constituées au cours de la période d'embellie financière, eh bien, elles se réduisent irrésistiblement, elles se contractent, et tout le monde attend, avec un peu d'inquiétude, avec beaucoup d'angoisse, avec une certaine alarme, que ces réserves atteignent leur niveau d'étiage pour que le régime se retrouve encore une fois le dos au mur, incapable d'anesthésier les demandes populaires et incapable de satisfaire les demandes de ses membres qui sont toujours en attente d'un partage régalien de la rente. Voilà la situation. Alors que fait la France face à ça? Que font les Américains, les principaux partenaires de l'Algérie? Apparemment, pas grand-chose. Ce qu'on voit, c'est que l'Algérie n'est pas du tout un sujet d'actualité, mais un sujet traité par les médias français. C'est très intéressant. Aucune radio n'en parle, très peu de journaux. Quand on en parle, c'est assez rapide, éphémère et assez superficiel quand il y a la résurgence de l'affaire du type les moines de Tipperary de ce cabinet. Que se passe-t-il cependant? Tout le monde est inquiet. Personne ne cherche réellement à déstabiliser l'Algérie, en dépit d'un discours toujours alarmiste du régime qui parle de menaces extérieures. Tout le monde sait qu'une déstabilisation de l'Algérie aurait des conséquences dévastatrices sur l'Europe. La petite Syrie, avec ses 20 millions d'habitants, a déjà suscité une déstabilisation des institutions européennes. Qu'en serait-il si l'Algérie, avec ses 40 millions d'habitants et sa proximité immédiate avec les frontières européennes, venait à être déstabilisée? On n'ose même pas imaginer un tel scénario.
Il n'empêche que la France et les autres pays occidentaux jouent un rôle actif dans l'environnement immédiat de l'Algérie, que ce soit en Libye, en détruisant le régime libyen et en suscitant une déstabilisation extrêmement grave de ce pays, ou au Sahel, où, tout rompu, le sous-impérialisme français essaye de maintenir une présence militaire dans une région qui requerrait davantage une assistance humanitaire et une assistance économique, sociale, tant les déséquilibres et les retards de développement sont atroces. Donc voilà un peu à grands traits la situation, et je vais passer tout de suite la parole au camarade François Geste pour qu'il développe un peu plus la profondeur historique et les enjeux. Et je reprends ensuite la parole assez rapidement pour que nous puissions échanger avec la salle plutôt que d'avoir une sorte de monologue magistral inutile. Voilà, merci. Enfin, monologue, non, dialogue. Oui, en fait, la question qu'on avait posée au départ, c'était de savoir, d'essayer de comprendre pourquoi la France, malgré tous les changements de régime successifs, finalement, a toujours peu ou prou même soutenu le régime algérien, et encore aujourd'hui. Alors, les soutenus, bon, on va rentrer un peu plus dans le détail, mais pour répondre à cette question, il faut faire de l'histoire, en effet. Et on va se répartir un peu les tranches historiques. La première, c'est celle qui commence en 62 avec l'indépendance de l'Algérie, après à l'issue d'une guerre de libération terrible, une violence inouïe, qui a fait au moins 350 000 morts, et puis des millions de personnes déplacées, torturées, etc. Donc un pays très très touché, disons, par à la fois ces années de guerre et la totalité des 132 ans de colonisation. Mais du jour au lendemain, qu'est-ce qui va se passer du côté français? On va tourner la page algérienne. On va la tourner pas qu'un peu. C'est-à-dire que c'est tout à fait impressionnant de voir que le régime de Gaulle, à l'époque, la Ve République, va d'abord, la première chose qu'elle va faire, c'est multiplier les lois d'amnistie pour être absolument certain que tous les officiers, tous les militaires qui ont fait des exactions terribles pendant la guerre de libération ne seront jamais poursuivis, et qu'on va oublier ce qu'ont été ces exactions. Donc même les violences de la guerre d'Algérie vont être effacées des représentations, et ça, y compris celles qu'ont vécu 1,5 million de soldats appelés ou rappelés. Il faut bien y penser, c'est pratiquement toute une génération, 2 générations presque, qui sur ces 7 années-là, de jeunes entre 18 et 25 ans, qui vont avoir vécu l'horreur et qui vont être marqués pour toute leur vie. De ces horreurs-là, plus personne ne veut entendre parler. Et donc, c'est Benjamin Stora, dans le livre La Grande Reine et l'oubli que j'avais publié en 91, qui raconte que dans les années 60, après l'indépendance, De Gaulle va couvrir la France de monuments aux morts des héros de la résistance française, et va effacer ce qui s'est passé entre 1945 et 1962, ce qui s'est passé en Indochine, ce qui s'est passé en Algérie, ce qui s'est passé dans les colonies françaises d'Afrique. Tout ça va être effacé. Et on va effacer en même temps toute la colonisation qui a commencé en 1830 en Algérie par une guerre de conquête absolument atroce. Ça va disparaître des représentations, on n'en parlera plus, absent des programmes scolaires, etc., etc. Donc ça, c'est très important d'avoir ça en tête pour comprendre l'attitude postérieure de la France jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a un profond malaise en fait qui habite la classe politique à l'époque, dans les années 60, aussi bien à droite qu'à gauche. À droite, depuis 1958, c'était la droite qui était aux commandes et qui a poursuivi cette guerre d'Algérie dans les conditions qu'on connaît, à droite, et à gauche, le Parti Socialiste, c'est Fillon de l'époque, c'est elle qui a lancé la guerre d'Algérie, il ne faut pas l'oublier. Les pouvoirs spéciaux de mars 56, le février 56, c'est la SFIO. Et donc la gauche officielle de gouvernement, on dit aujourd'hui, comme la droite officielle de gouvernement, ils sont mouillés jusqu'à l'os dans ce qu'ont été ces horreurs. Donc ils veulent surtout qu'on ne leur reproche pas, et qu'on l'oublie et qu'on l'efface. Voilà. Donc toutes les décisions qui sont prises. Alors va se nouer sur ces bases-là une relation assez étrange avec l'Algérie indépendante, celle de Boumedienne d'abord, dont je rappelle que le pouvoir d'abord Ben Bella pendant 3 ans, puis ensuite Boumedienne, mais que le pouvoir en 62 a été pris par la nouvelle classe politique dirigeante algérienne à l'issue d'un coup d'État qui a eu lieu au moment même de l'indépendance, entre juillet et août, où l'armée des frontières, dont l'état-major général était dirigé par le colonel Boumedienne précisément, va prendre le pouvoir contre ceux qui restaient des wilayas de l'intérieur, des combattants de l'intérieur, et aussi contre les militants de la Fédération de France qui ont joué un rôle extrêmement important pendant la guerre. Et donc,
ce régime autoritaire, qui va se dévoiler rapidement dès juin 1955 avec le coup d'État de Colonel Boumedienne qui se débarrasse de Ben Bella qu'il avait utilisé un peu comme un paravent, n'est-ce pas? Ce régime autoritaire va se parer des vertus du socialisme, du tiers-mondisme, de la lutte anti-impérialiste, etc., etc. Donc a priori, effectivement, idéologiquement, assez éloigné de ce qu'était le régime gaulliste de l'époque, n'est-ce pas? Néanmoins, les relations, alors elles sont inexistantes au plan politique, mais elles existent au plan économique. D'abord, pétrole et gaz. Il faut savoir que les découvertes de pétrole et de gaz, fin 56, ont donné lieu à des premières exploitations dès 57, et que d'une certaine façon, ça s'explique Ossine Malti, un ancien de Sonatrach, dans le livre L'histoire secrète du pétrole algérien, il est stupéfiant de constater que la guerre de libération a duré peut-être 4 ans de plus, parce que les Français voulaient absolument garder le pétrole et le gaz, et qu'ils ont tout fait pour ça. Dans les négociations successives qui ont duré très très longtemps, beaucoup plus longtemps que prévu, au prix de poursuites, de morts, de toutes les horreurs de la guerre, n'est-ce pas, pour essayer de garder le Sahara. Donc l'idée c'était on va donner l'indépendance aux Algériens pour le nord de leur pays, mais le sud, le Sahara, on va le garder, parce que c'est le cas de pétrole. Enfin bref, toute une série de délires comme ça, qui n'ont pas abouti, puisque l'Algérie, heureusement, est devenue indépendante intégralement, avec la maîtrise des espaces sahariens, où sont les hydrocarbures. Et là, mais pendant les premières années, les Algériens n'ont pas les moyens d'exploiter ces hydrocarbures, et donc c'est encore des entreprises françaises avec lesquelles des accords sont passés qui vont le faire, n'est-ce pas? Et petit à petit, les Algériens vont essayer de diversifier leur partenariat avec des Américains, des firmes américaines, etc., jusqu'à 71, date de la nationalisation, où les firmes françaises sont évacuées. Ce qui ne leur fait pas plaisir, bien entendu. Et néanmoins, donc les relations, jusqu'à la mort de Boumedienne en 78, vont être des relations tendues, difficiles entre les deux pays. La première visite d'un chef d'État français dans l'Algérie indépendante, c'est Giscard d'Estaing en 1975. Et l'entrevue avec Boumedienne est extrêmement froide. Et dans l'avion du retour, il se confie à des journalistes en disant « Attendez, tous les pays doivent avoir un ennemi, et bien notre ennemi à nous, ce sera l'Algérie. » Ça, c'était la mentalité giscardienne, qui après va changer avec l'arrivée de Mitterrand en 81, puisque lui, il va se dire grand ami de l'Algérie socialiste, entre guillemets. Et il va faire toute une série d'accords économiques très importants, notamment un engagement sur l'achat du gaz algérien en 82, qui représente des sommes considérables, dont on pense que des quantités importantes ont fait l'objet de commissions et de rétrocommissions, mais ça, on va y venir. Et oui, pour finir là-dessus, sur cette séquence que je rappelle, post-indépendance et les séquences antérieures, disons, de la colonisation et de la dure guerre de libération. Il faut bien comprendre que jusqu'à aujourd'hui, cette histoire non assumée par les gouvernements français successifs pèse sur les relations entre les deux pays. Et on le voit bien, même quand M. Macron dit à Alger au début de l'année dernière que la colonisation, ça a été des crimes contre l'humanité, donc tout le monde a dit « Ah, là il y a enfin un pas en avant très important dans la reconnaissance de ce qu'a été la réalité de la colonisation, ces 132 ans de colonisation. » Néanmoins, depuis qu'il est à la tête de l'État, il ne se passe plus rien. Il a dit « Je ferai des gestes forts », il ne les a pas faits. Et je donne qu'un exemple, qui est le dossier qui occupe un certain nombre d'entre nous, qui est le dossier de Maurice Audin, ce mathématicien communiste français qui a été enlevé donc, à l'été 57, torturé et assassiné par les parachutistes français. On sait, et il y a des archives, paraît-il, de l'armée française qui attestent les conditions de son assassinat par des militaires, mais Macron ne fait rien. Et il ne veut pas ouvrir les archives. Parce que, tout simplement, il continue à avoir peur. Il faut attendre, comme le disent les militants du comité Audin, sans doute que tous soient morts, que tous les anciens militaires soient morts, que tous les victimes et leurs familles ne soient plus de ce monde, pour que peut-être un jour la vérité commence à apparaître. Et ce n'est que l'affaire Audin. C'était un assassinat parmi des milliers de disparitions de l'époque pendant la bataille d'Alger en 1957, de militants algériens. Tout ça, encore une fois, a été effacé et on a les plus grandes peines. L'État français ne parvient pas à réouvrir ces pages-là. Et donc cette page noire, cette culpabilité très profonde qui imprègne les élites, préfèrent la nier, faire comme si elle n'existait pas, et comme si l'Algérie est un pays comme un autre, ce qui est tout, sauf un pays comme un autre, ne serait-ce que par la présence d'une communauté d'origine algérienne ou française d'origine algérienne très importante en France, et qui fait que les relations, on va le voir après, sur les années 80 et 90, ne sont plus apparentées à celles avec nul autre pays. Voilà. Donc maintenant, peut-être on peut passer précisément à ces années 80 qui vont jouer un rôle très important dans les inflexions. Là, je repasse la parole à Omer. Merci. Donc, effectivement, les relations qui se construisent au lendemain de l'indépendance sont des relations
au moment où le régime algérien est dans sa phase ascendante, dans sa phase de construction, et hérite encore des cadres issus de la guerre de libération nationale, même si beaucoup ont été éliminés et exclus. Il y a quand même une dynamique sociopolitique qui est plus ou moins orientée vers la satisfaction de besoins populaires de base. On parle notamment de la médecine gratuite, de la scolarisation de masse. Donc il y a des aspects positifs dans ce régime-là, en dépit de son caractère autoritaire, liberticide, violent, en dépit de ses décisions à contre-courant de la logique, comme cette espèce de programme d'industrialisation artificielle subventionné par l'État, ou comme cette révolution agraire qui consistait finalement à assumer des transferts de pouvoir au bénéfice de caciques locaux du FMM, pour aller très vite. Les relations avec la France, du point de vue de l'Algérie, c'est une relation qui est complexe à ce niveau-là, hein, avant la mort de Boumedienne. Il ne faut pas oublier que derrière la détestation officielle de Giscard d'Estaing, on se souvient de son mot quand il atterrit à Alger en 1975, la France historique salue l'Algérie indépendante. Tous les Algériens sachant parler français, on a compris le sens de l'insulte, on n'avait pas besoin de sous-titres. Donc on voit très bien quel est le décor qui est planté. Mais il n'empêche que Boumedienne et l'armée française vont avoir des relations très sympathiques, puisque le camp B2 Namous d'expérimentation nucléaire, bactériologique et chimique va continuer à prospérer jusqu'à la mort de Boumedienne. Et bien après, jusqu'à sa mort en tout cas, de manière active. De la même manière, derrière la détestation ou cette espèce de raidissement franco-algérien, il y a des relations qui plongent leurs racines à la fin de la guerre de libération. Yves Courrière, je ne sais plus lequel de sa trilogie, quel tome de sa trilogie, parle des premiers contacts de Charles Pasqua, alors Barbouze, envoyé par les gaullistes pour liquider l'OAS, en disant, vous savez, avec les Algériens, on a commencé à parler politique et puis on a très vite commencé à parler affaires. Et c'est là où s'installent les soubassements d'une coopération qui ne dira jamais son nom, entre hommes de main, police parallèle, plus ou moins officielle, et businessmen, plus ou moins légaux. Tout ceci, néanmoins, est tout à fait cadré sous Boumedienne. Avec Chadli, après la mort de Boumedienne, arrive le régime Chadli, qui est un régime de compromis entre divers groupes d'intérêts au sein de l'armée. Chadli n'est plus le père de l'armée comme a pu l'être Boumedienne, il est un de ses chefs, rien de plus, un primus inter pares. Donc, comme on dit en latin. Donc, Chadli va néanmoins se réaliser très vite que les limites de l'autoritarisme liberticide de Boumedienne et va commencer à essayer de lever un peu la chape de plomb, de manière extrêmement maladroite parfois, et en faisant appel à un encadrement qui était incertain. Donc, on va s'empresser de défaire ce qu'avait fait Boumedienne sans proposer réellement de substitution. La politique d'industrialisation va être abandonnée au profit d'un slogan qui a fait florès pour une vie meilleure, qui consistait, en profitant de la première embellie financière des années 80, à distribuer de l'argent sans contrepartie. C'est là où on a eu les primes, la location de vis pour les vacances, etc. Et à distribuer des biens de consommation massivement. Le plan national d'approvisionnement, les Algériens appellent le plan anti-pénurie. On commence donc à vouloir répondre à un besoin de consommation de la population. Et on se rend compte, à cet instant, à cette époque, que ces besoins de consommation, plus un phénomène naturel tragique qui est le tremblement de terre d'El Aslam, on va garder ça en mémoire en 81, un tremblement extrêmement violent, un séisme extrêmement violent va détruire la ville d'El Aslam, et pour reconstruire cette ville, profitant de la manne financière, on va commencer à importer des maisons préfabriquées au mépris de toutes les procédures de concession de contrats et de marchés publics. Ça va être le début, la phase initiale d'une entreprise de prédation généralisée. La reconstruction d'El Aslam
va ouvrir les yeux et les appétits de tous ceux qui ont entouré Chadli, et en particulier les partisans de l'Infitah. Ces gens-là, notamment le général Belkhaït, qui était chef du cabinet de Chadli, influencé par ce qui se passait en Égypte, avec Sadat qui ouvre l'économie et qui désadministrative, si j'ose dire, débureaucratise l'économie égyptienne, stimule la création d'une caste de plutocrates, de milliardaires, et ça donne des idées aux Algériens. Ces idées vont être plus ou moins confortées et soutenues par le pouvoir socialiste français. On se souvient de la visite de Mitterrand à Alger, ou du fameux coup de cœur. Coup de cœur qui consistait à acheter effectivement à des tarifs préférentiels le gaz algérien, moyennant des contrats d'infrastructure, notamment accordés à la société Bouygues, si j'ai bonne mémoire, notamment la ligne de chemin de fer Hamdan-Jamal-Tidjet, qui connaîtra des évolutions compliquées, montre bien que derrière tout ce fatras idéologico-historique algéro-français, les intérêts bien compris entre généraux algériens et leurs hommes d'affaires et élites françaises et leurs hommes d'affaires, qui ne sont parfois les mêmes, comme on peut le voir dans des affaires récentes impliquant des chefs d'État français, s'installent très fortement dans le paysage politique bilatéral. Et cette tension va aboutir à, une fois que les prix du pétrole vont connaître une chute très brutale en 85-86, va aboutir à une tension très violente entre partisans d'une ouverture économique de type bazariste, pour faire vite, pour aller vite, et ceux qui tenaient à conserver l'orientation, entre guillemets, socialiste qui prévalait jusqu'alors. Cette crise va éclater dans la rue en 1988 et va donner lieu à une répression extrêmement sanglante et à l'intervention, pour la première fois de manière massive et généralisée, de l'armée pour écraser dans le sang les revendications populaires. L'armée algérienne était déjà intervenue en Kabylie en 1963 pour affronter la rébellion armée dirigée par Hosni Tahmid et le Front des forces socialistes. Donc, mai 88 est malgré tout un trauma majeur parce que c'est la cassure entre l'image de libératrice qu'avait cette armée et sa pratique golpiste, sa pratique de putschiste qui va se manifester très concrètement dans le massacre de plusieurs centaines de jeunes Algériens en 88. À partir de ce moment-là, Chadli va lui-même se retrouver face à un dilemme. Revenir à un régime autoritaire, comme lui conseillait son entourage militaire, c'est-à-dire son chef de cabinet, le général Belkhaït, son chef de la sécurité militaire, ses chefs de la sécurité militaire, le général Khalaya, puis le général Béchin et leurs entourages. Et il voyait bien, Chadli, que cette option allait entraîner davantage de sang, davantage de violence, davantage de déséquilibre. Donc il va opter pour ce que lui proposait un groupe de cadres à la présidence, les réformateurs, pour une ouverture démocratique, timide, graduelle, parce que dans un contexte où l'orientation politique socialiste marque très profondément l'idéologie algérienne, si j'ose dire, de la population. Donc on est dans un tournant. Et ce tournant, Chadli va tenter de le négocier avec Mouloud Hamrouche et les réformateurs en essayant d'imposer un pluripartisme et un état de droit en même temps que la débureaucratisation de l'économie. Certains ont compris que la débureaucratisation de l'économie signifiait la fin du socialisme ou l'ouverture libérale. C'est ceux qui ont compris cela en font une lecture courte et erronée des orientations des réformateurs. En réalité, il s'agissait de sortir d'une économie administrée pour une économie ouverte, mais tout en conservant le caractère social qui fonde la République algérienne depuis ses origines.
depuis l'appel du 1er novembre 1954 et depuis la charte de la Soumam de 1956 en particulier. Voilà la situation sur le front interne. Sur le plan des relations bilatérales, cette époque-là est très intéressante aussi. Parce qu'effectivement, en plus des réseaux de commissionnement qu'on a évoqué tout à l'heure, cet affairisme qui est un peu encouragé par des procédures facilitant l'octroi régalien de contrats, en plus de cela, il y a une connivence extraordinaire, mais qui s'affiche entre les polices parallèles et les services de sécurité français et algériens, puisque non contents de contrôler l'immigration algérienne, parce qu'ils savent que l'immigration algérienne est un foyer politique d'opposition, ils savent que c'est dans l'opposition, c'est dans la communauté algérienne en France qu'est né le mouvement nationaliste dans sa forme moderne. Ils savent cela, donc ils ont encadré la population algérienne en France avec l'appui de la police française à travers une organisation qui s'appelait l'Amicale des Algériens en Europe. Et face à la montée néanmoins d'une opposition, et notamment d'une opposition coordonnée entre le FFS et le MDA, entre Aït Ahmed et Ben Bella, les services algériens ont décidé d'exécuter celui qu'ils considéraient comme l'architecte de ce rapprochement politique, c'est-à-dire Messili, cet avocat qui va être abattu en 87 au pied de son immeuble où se situait son cabinet. Donc la connivence scandaleuse et honteuse d'un régime de droit avec une dictature liberticide, eh bien, elle s'affiche impunément par l'exfiltration de l'assassin. 87, oui. L'exfiltration de l'assassin par les ministres de la sécurité de l'époque, Pasqua et Pandon. La police française avait identifié l'assassin, avait pratiquement mis à jour tout le mécanisme qui avait présidé à l'assassinat de Maître Messili. Et sur instruction de Pasqua et Pandro, cet assassin, dont le nom m'échappe, Amelou, c'est un gros mot. Donc cet assassin sera exfiltré vers l'Algérie et sans qu'il y ait jusqu'à ce jour la moindre tentative de le juger. Voilà. Donc 80-90, c'est l'époque où finalement l'Algérie se délite politiquement et où apparaissent au grand jour les manifestations, les premières formes de la corruption généralisée, institutionnelle, en collaboration avec des intérêts en France et plus tard dans d'autres régions du monde. Voilà. À toi. Alors la suite, c'est les années 90 et celle de ce qu'on appellera la sale guerre algérienne, puisque le gouvernement des réformateurs dont parlait Omar Bendera travaille donc à partir de septembre 89 jusqu'à juin 91, date à laquelle il va être débarqué. Il adopte toute une série de lois qui vont dans le sens d'une grande démocratisation, d'un premier assouplissement de l'économie, et il va tomber quand il va commencer à s'attaquer sérieusement aux circuits de corruption. Parce que les circuits de corruption, bon, on va nous expliquer que s'ils se sont installés dans les années 80, il faut savoir que comment ils fonctionnaient très succinctement, par des commissions sur les exportations vers l'Algérie et les importations de l'Algérie. Exportation vers l'Algérie, la France occupe une place centrale maintenant, parce que notamment pour les céréales, pour les biens de consommation courants, elle est le premier fournisseur du pays. Et là-dessus, il y a des commissions qui sont de l'ordre de 10% des marchés, qui font l'objet eux-mêmes de rétro-commissions. Donc c'est des enrichissements, pas d'enrichissement, qui montent en puissance au cours des années 80, mais qui à la fin des années 80 représentent plusieurs milliards de dollars chaque année. Ils sont détournés par des généraux. On avait un général médicaments, un général café, un général céréales, un général ceci. Bon voilà. Et tous ces généraux algériens, ils vont arroser leurs obligés français. Ce qui fait qu'au début des années 90, un journaliste britannique au moment a pu dire tous les hommes politiques français, tous les généraux algériens les tiennent tous par les couilles. Parce qu'ils sont tous corrompus, de gauche comme de droite. Voilà. Les principaux sont dans cette situation-là, en tout cas tous les décideurs le sont. C'est ce qui explique que quand
ils commencent les réformateurs disent on va attaquer les réseaux de la corruption, donc ils viennent notamment à Paris. Ils savent qu'à Paris, les traces des commissions occultes existent à Bercy, c'est secret, mais c'est comptabilisé, et ils n'obtiendront jamais rien. Les Français fermeront la porte aux négociateurs algériens. Lesquels négociateurs algériens qui étaient venus pour essayer d'avoir des informations, ils reviennent là-bas et ils vont tous être assassinés par la police politique, par le DRS. Tous ceux qui étaient venus ici pour essayer d'avoir des infos. C'est pas un hasard. Et donc, oui, ça sera plutôt... C'est du temps de Bouillard, tu as raison. Mais enfin bon... Mais c'est la même démarche. Mais c'est la même démarche, oui. Bref, toujours est-il qu'après, c'est l'époque aussi, fin des 91, de la montée en puissance du Front islamique du Sahel qui avait été légalisé en septembre, à l'été 1989, et qui occupe une place importante dans l'espace politique, au point de gagner le premier tour des élections législatives de décembre 91. Et c'est là qu'intervient le coup d'État du 11 janvier 92, où les militaires, les chefs du DRS et de l'armée, décident de débarquer le président Chadli, et ils insistent un coup d'État militaire et de lancer une répression extrêmement violente contre la population, qui va commencer par non réellement les secondaires sont arrêtés, torturés et envoyés dans les camps du Sud. Ces camps qui sont souvent sur les lieux où la France faisait des expérimentations atomiques, qui sont donc hyper radioactifs, et beaucoup de prisonniers là vont contracter des cancers mortels. Et ensuite, à partir de 93, un petit noyau ce petit noyau d'officiers de l'armée et de la police politique, du DRS, avec environ 5000 hommes, pas beaucoup plus, vont mettre le pays à feu et à sang, vont développer une guerre contre-insurrectionnelle, comme on l'appelle, qui utilise toutes les mêmes méthodes que ceux de l'armée française pendant la guerre de libération contre les Algériens, c'est-à-dire la torture, les déplacements de population, les disparitions forcées, les manipulations, l'action psychologique et la manipulation, jusqu'à infiltrer les groupes islamistes armés qui s'étaient créés, surtout à partir de l'été 92, au point qu'en 3-4 ans, ils vont en faire des groupes islamiques de l'armée, comme on dit en Algérie. Voilà. Et qui vont commettre des crimes absolument monstrueux et même des massacres à partir de 96-97 qui défraieront la chronique internationale, parce qu'on voit des villages entiers dont les habitants se font égorger, bébés, femmes, enfants, vieillards, alors que l'armée est aux portes de ces villages et qu'elle n'intervient pas. Bien. Et pendant tout ce temps-là, que fait la France? La France, non seulement elle ne dit rien, pour les raisons que j'ai dites, c'est-à-dire ils sont tenus par les couilles, elle ne dit rien, mais elle joue un rôle très actif de soutien dans les premières années, puisque on est au moment où il y a de nouveau une cohabitation, et M. Pasqua est de nouveau ministre de l'Intérieur, Pasqua dont on a parlé, qui avait commencé à sévir avant même l'indépendance, qui avait couvert l'assassin de Messilio en 87, et qui là va jouer un rôle extrêmement actif avec, en liaison avec les patrons de la DST française et leurs homologues du DRS algérien, en particulier le colonel puis général Smaïl Lamari, le numéro 2 du DRS, et dont on dit à l'époque qu'il rentre dans le bureau du ministre de l'Intérieur plus facilement français que n'importe quel homme politique français. Il y a c'est plus qu'une complicité, c'est-à-dire une collaboration extrêmement étroite entre les partis les plus sombres des deux régimes, ceux qui sont à la fois dans les circuits de corruption et dans les circuits de répression clandestine, sauvage, plus barbare, qui va se nouer là à partir de 93 et qui va perdurer pratiquement jusqu'à 98-99 et la fin de cette fameuse sale guerre. Ça va aller, cette collaboration, jusqu'au fait que, par exemple, donc des opposants algériens réfugiés en France, notamment islamistes, du Front islamique du Sahel, qui n'étaient pas du tout dans des options armées, au contraire, vont être arrêtés. C'est l'opération Chrysanthème de l'automne 93. Ensuite, il va y avoir... Le DRS va envoyer entre 400 et 500 officiers en France pour quadriller l'immigration algérienne en France, dont une partie d'entre eux vont se faire passer pour des policiers français. Donc ça veut dire que le DRS c'est le seul cas, à ma connaissance, où un pays soi-disant indépendant comme la France accepte une police politique d'un État étranger qui vient s'occuper de personnes sur son territoire. C'est quand même un truc assez inouï. Bon, et on pourrait multiplier les exemples. Je me permets de vous renvoyer pour une documentation très précise de toute cette histoire-là, toutes ces années très sombres, à France-Algérie, crimes et mensonges d'État, le livre de journalistes Louis Saloun et Jean-Baptiste Rivard que j'ai publié en 2004 et qui reste à ce jour, malheureusement,
une référence incontournable pour comprendre ce qui se noue dans cette période. Alors, donc comment dire, après ici, le dernier point avant de conclure cette phase-là, c'est que ce qu'il y a de stupéfiant, c'est la puissance de l'action psychologique du DRS en France, qui va faire que ce qui est en réalité une guerre contre le peuple, une guerre contre les civils, puisque très très vite, les seuls groupes armés indépendants, ils vont être éliminés, il ne restera plus que ceux contrôlés par l'armée. Donc tout ce qui va se passer à partir, notamment surtout de 94, 95, 96, 97, avec tous ces grands massacres, c'est vraiment la guerre de l'armée contre la population civile algérienne. Et là, il ne s'agit plus seulement d'éliminer les islamistes, il s'agit de terroriser l'ensemble de la population, n'est-ce pas? Eh bien, cette guerre-là va être présentée par la propagande du DRS comme une guerre des républicains qui veulent rétablir la démocratie contre les barbares islamistes. C'est totalement inouï. Et quand nous sommes un certain nombre, nous créons, avec Salima Bella, Algeria Watch en 97, justement, pour dénoncer les violations des droits de l'homme en Algérie, et quand nous disons non, l'essentiel, il y a des violations qui ont été faites par des groupes se réclamant de... se réclamant de l'islam. Non. Elle est fatiguée. Bon, c'est pas grave, j'ai parlé fort. Donc il y a des violations qui viennent de ces groupes islamistes, assurément, mais l'immense majorité des violations, et les plus violentes, les plus atroces, les plus meurtrières, viennent bien du DRS et des forces spéciales, des régiments de paracommando de l'armée, comme c'était le cas avec les Français pendant, encore une fois, en 1957, c'était les régiments de paracommando qui faisaient les tortures, les disparitions forcées, les horreurs. Là, c'est la même chose. Bien. Et bien malgré ça, il y a une action psychologique. Le DRS est très malin, et il a compris qu'en particulier la gauche française, une partie de la gauche française, plus exactement, était a priori farouchement anti-islamiste, ce qu'on peut comprendre. L'islam politique n'est pas du tout une idéologie sympathique par tout ce qu'elle affiche, et notamment, on peut considérer en effet que c'est une menace contre la démocratie, assurément. De là, au nom du fait que l'islam politique est un danger, eh ben, ils vont tolérer une bonne partie de la gauche française, et notamment des militants des droits de l'homme. Moi-même, je me souviens des débats que j'avais pu avoir avec les camarades de la Ligue des droits de l'homme à l'époque, qui étaient très très durs. Je leur disais, mais attendez, ok, il faut combattre l'islam politique, mais on ne combat pas l'islam politique avec des chalumeaux et des mitrailleuses lourdes. Je veux dire, on ne découpe pas les gens en morceaux, on les combat politiquement. Et non, donc ces violations-là, qui étaient absolument massives, étaient niées, y compris par la gauche. Et après, ça a été redoublé par le jeu de certains intellectuels médiatiques, style BHL ou André Glucksmann, qui ont été des idiots utiles du régime, qui les avaient compris balader en Algérie pour leur faire des articles, des films de contre-information, de désinformation, on ne peut pas appeler ça autrement, au début 98. On a tout ça est très très bien documenté, maintenant on a reconstitué tout ce qui s'est passé, et c'est vraiment cette contre-propagande a très très bien marché. Après, le DRS a inventé l'histoire que des gens comme nous qui dénoncions les violations de l'armée, on était des qui-tu-quistes, parce qu'on disait qui-tu-qui. C'est-à-dire ceux qui tuent ne sont pas ceux qu'on croit. Alors nous, évidemment, on n'a jamais dit ça, jamais. On a dit on dénonce les violations des droits de l'homme et leurs responsables. Mais cette histoire de qui-tu-qui, c'est une pure invention des services d'action psychologique du colonel, rappelle-moi son nom, j'ai oublié, enfin bon, un colonel quelconque du service d'action psychologique du DRS, qui a inventé, merci, qui a inventé cette histoire de qui-tu-qui. Et jusqu'à aujourd'hui, plus de 20 ans après, ça reste présent. Chaque fois qu'on sort un papier, on se fait, notamment moi, mais pas que moi, enfin nous, là, le petit groupe qui avons travaillé pendant toutes ces années-là là-dessus, oui, surtout moi, parce que, on se fait traiter de qui-tu-qui, c'est de suppos des islamistes, de suppos du terrorisme, etc., etc. Et donc, et ça, parce que les gens, les Français, justement obsédés après par toutes les histoires de voile, de terrorisme islamique réel, celui-là bien réel, qu'on a malheureusement souffert en France depuis les années 2000, enfin, depuis le 11 septembre, tout ça et ben fait qu'on peut plus voir la vérité sur l'Algérie. Et sur ce qui s'est passé, oui, j'ai oublié de dire des choses très importantes des années 90, c'est que cet aveuglement est allé jusqu'au fait que la France, qui à un moment donné, c'était en 95, il y avait la possibilité peut-être d'un retour à la paix civile, parce que l'opposition laïque, celle du FFS notamment, et l'opposition religieuse islamique du Front islamique du salut s'étaient réunis à Rome fin de 1994, début 2015, pour proposer un pacte de paix, en quelque sorte, proposer un régime au pacte de paix. Parce que le régime
a refusé. Néanmoins, au niveau international, en France, le gouvernement français à l'époque, le Premier ministre était M. Juppé, mais aussi aux États-Unis, tout le monde regardait ça en disant bon, peut-être qu'ils vont, le bain de sang va peut-être s'arrêter. Et donc il y avait en Algérie, si on soutient ce processus. Et il y a eu effectivement la tentation de le faire. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Les militaires ont pris peur et ils ont dit puisque c'est comme ça, on va utiliser nos GIA, nos groupes islamiques de l'armée. Et ils ont envoyé des gars manipuler des pauvres jeunes complètement paumés qui ont posé les bombes des attentats de l'été 95. Là aussi, tout ça est parfaitement documenté. Jean-Baptiste Rivoire a fait des enquêtes remarquables là-dessus. On sait qui a fait les attentats de 95, quels étaient les hommes du DRS qui ont contrôlé les poseurs de bombes, qui eux ne savaient même pas qu'ils étaient manipulés. Enfin bref. Donc il y a eu toute une série. Et après, je ne parle pas non plus, pour évoquer l'histoire de l'assassinat des moines de Tibérine. Là aussi, c'est parfaitement documenté. On sait que c'était pour les militaires des emmerdeurs, parce qu'ils restaient là et continuaient à observer, et ils connaissaient parfaitement la réalité. Donc le projet, c'était de les enlever par des faux islamistes, et puis ensuite de les faire libérer et de les expulser. Ça a mal tourné, on ne sait toujours pas exactement pourquoi et comment, mais toujours est-il probablement parce qu'ils ont reconnu qui étaient leurs vrais ravisseurs, et que donc du coup le DRS a décidé de les tuer tous aussitôt. Et après, là aussi, une nouvelle campagne de désinformation jusqu'à aujourd'hui, etc. Et on pourrait multiplier les exemples de ce genre, de ce qui s'est passé dans ces années 90. Voilà. Et on arrive après, donc, finalement, à la nouvelle période, celle qui va s'ouvrir avec l'élection de Bouteflika en 99, puisque le gros des opposants, il y a eu peut-être 200 000 morts, on ne saura jamais exactement combien, des 1,5 million de personnes déplacées, donc une société totalement traumatisée, encore une fois, et qui n'aspire qu'à une chose, à la paix. Et là va se mettre en place la fameuse concorde civile, qui, là aussi, dans un mimétisme un peu étrange avec ce qui s'était passé en France après 62, on va effacer, on va adopter des lois qui vont faire qu'on va absoudre les criminels, tous les criminels, les barbus comme les militaires, et puis on va interdire toute possibilité même de interroger ce qui s'est passé dans ces années-là, interroger les responsables des crimes et des massacres de masse. La loi va inscrire ça dans le marbre. Voilà. Et les disparitions forcées, les familles de disparus qui se battent magnifiquement pour essayer de faire reconnaître la vérité sur le sort de leurs enfants, celles-là n'auront plus le droit non plus de questionner le pouvoir, et on va essayer de les acheter. Donc là aussi, un climat quand même assez atroce qui perdure jusqu'à ce jour en Algérie, et qui va constituer le nouveau cadre, contexte, on peut dire, des relations entre la France et l'Algérie. Voilà. Donc c'est un peu le tableau d'une situation actuelle qui est caractérisée, par le soutien occidental, pas seulement français, occidental au régime algérien, en particulier depuis le 11 septembre 2001, qui a été une magnifique surprise pour le régime, parce que brutalement, du jour au lendemain, les islamistes sont devenus l'ennemi mondial numéro 1. Et donc, ça venait entériner en quelque sorte leur thèse selon laquelle ces généraux étaient des remparts contre l'obscurantisme terroriste islamiste. Même si les islamistes algériens et les talibans n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres, et même si les uns et les autres ne suscitent de ma part aucune sympathie. Cette alliance idéologique, elle a aussi un soubassement économique. L'Algérie, depuis 1994, a officiellement démantelé toutes les protections économiques qui assuraient à son marché interne un minimum d'autonomie. En signant l'accord d'ajustement structurel, ce qu'ils appellent l'accord de stand-by avec le FMI, le régime algérien a entériné la libéralisation administrative et bureaucratique de l'Algérie. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on a substitué à l'autoritarisme prétendument socialiste un autoritarisme prétendument libéral. Aujourd'hui, la production interne en Algérie est négligeable en dépit de capitaux monumentaux engrangés au cours de cette plus de décennies d'embellie financière. L'Algérie a reçu plus de 1 000 milliards de dollars entre 2002, 2003 et 2014. Il y avait de quoi construire 4 Corées du Sud. Dans la même période, entre 2002 et 2008, l'économie turque s'est multipliée par 2. Entre 2002 et 2010, l'économie turque s'est multipliée par 3. L'Algérie, avec son millier de milliards,
n'a pas pu réaliser la moindre politique de substitution aux importations, sans parler de création d'emplois dans une économie où 50% de l'économie est informelle. Les experts estiment que cette économie représente à peu près 45% du PIB, c'est-à-dire entre 120 et 130 milliards de dollars. Cette économie emploie à peu près 3 à 4 millions, on ne sait pas, hein, les statistiques algériennes, c'est assez fumeux, entre 3 et 4 millions de personnes. Donc sans protection sociale, sans couverture de quelque nature que ce soit, et sans visibilité. Nous créons ainsi un spectacle de désolation qui est accentué par, depuis 2013, comme je le disais au début de l'intervention, par la chute des prix du brut. Aujourd'hui, les réserves pétrolières de l'Algérie, qui au plus haut étaient pratiquement touchées 250 ou 260 milliards de dollars, voire plus, si on compte d'autres formes de réserves, aujourd'hui elles sont à moins de 90 milliards. Quand on sait que cette économie importe environ 45 à 50 milliards de dollars par an, quelles que soient les mesures de containment administratif qui sont mises en œuvre, on peut se poser des questions. D'autant plus, ces questions sont d'autant plus vives et d'autant plus préoccupantes que, contrairement à toutes les prédictions, la croissance démographique algérienne, loin de se réduire, elle continue de plus belle, puisque aujourd'hui, nous sommes à plus de 40 millions d'Algériens, avec 1 million de naissances par an, ce qui est considérable, avec effectivement 100 dettes extérieures. Mais quand nous étions aux affaires, entre 1989 et 1991, nous étions 24 millions d'Algériens. La dette extérieure était 30 milliards de dollars. Nos capacités étaient telles que nous étions obligés quasiment d'assurer les approvisionnements mois par mois. Qu'en sera-t-il quand il y aura 43 ou 44 millions d'Algériens avec sans réserve de change? Donc il y a une préoccupation extrêmement grave, il y a un souci. Et est-ce que le régime va, avec ses chars, ses blindés, ses polices, va tenir cette population, va continuer à juguler la demande sociale? Aujourd'hui, la terreur politique et militaire instaurée par ces gens-là au cours de la sale guerre a tétanisé la population. Le peuple algérien n'est pas un peuple violent, contrairement à ce qu'on veut faire croire. C'est un peuple plutôt pacifique qui a fait l'expérience de toutes les guerres et de toutes les violences et de toutes les effusions de sang. Donc les gens ne veulent pas, n'ont jamais voulu prendre parti dans la sale guerre, ni pour les militaires putschistes, ni pour les extrémistes et islamistes. Et ils sont aujourd'hui sur la réserve. Mais jusqu'à quand cette réserve va-t-elle durer? Jusqu'à quand cette population abandonnée à elle-même va-t-elle accepter le sort qui lui est fait, l'absence de perspective? Aujourd'hui, il y a un bateau là que les Italiens et les Maltais refusent d'accepter, je ne sais pas comment il s'appelle. Voilà. Dans ce bateau, il y a des haragas algériens. Il y a des jeunes Algériens qui fuient leur pays. C'est complètement fou. Je pense que si les chiffres officiels du nombre de morts algériens en Méditerranée étaient connus depuis une quinzaine d'années, alors qu'il y aurait des sueurs froides, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes qui n'ont jamais réussi à atteindre l'autre rive. Et ça, les dirigeants français, espagnols, italiens le savent. De la même manière que les dirigeants espagnols, italiens et français savent quel est le montant du patrimoine des militaires et de leurs hommes d'affaires algériens en France. Les plutocrates, les oligarques algériens, qui sont la nouvelle force extérieure associée aux militaires putschistes. Alors, qu'on s'entende bien, hein, quand je parle de militaires, je ne mets pas du tout en cause toute l'armée, ni l'institution militaire en elle-même, bien sûr que non. Quel pays peut se passer d'une armée, en particulier un pays situé dans une région aussi instable que celle où se trouve l'Algérie? Mais il faut bien préciser que nous parlons là de ces chefs aventuriers, ces putschistes, ces gens qui ont pris sur eux d'installer cette dictature sanguinaire, stérile et corrompue. Aujourd'hui, les Français savent quel est le patrimoine de ces gens-là en France. C'est un secret d'État.
c'est probablement le secret d'État le mieux gardé, le plus verrouillé en France, plus que l'armement nucléaire, parce qu'il concerne probablement des patrimoines de plusieurs dizaines, peut-être même de plusieurs centaines de milliards d'euros. Et ça, personne n'en parle. Dans un pays qui exporte les haram. Donc si vous mesurez l'étendue de la collusion entre élites politiques françaises, élite éclairée, démocratique, laïque, moderne, progressiste, et ce régime de forbans et de prévaricateurs qui écrase une population dans le sang et la violence depuis une vingtaine d'années. Ça pose une question, c'est que comment nous, notre génération, comme le disait Fanon, chaque génération doit, dans une certaine opacité, identifier sa mission et choisir de la remplir ou de la trahir. C'est ça, comment nous allons-nous être les témoins passifs de ce carnage et de ce délitement, qui a des conséquences en France avec la montée des identitarismes, des populismes fascisants, de cette islamophobie qu'il ne faut pas se tromper. L'islamophobie, c'est surtout de l'arabophobie, et l'arabophobie, c'est essentiellement de l'algérophobie. On n'est pas dupes, hein. Nous vivons ici depuis une vingtaine d'années, nous savons qui est là-dedans la cible plus que tout autre. Donc il y a des questions essentielles qui se posent dans cette relation franco-algérienne, qui ne sont pas seulement limitées à des relations politiques officielles, qui ne sont pas seulement limitées à des relations entre mafias, parce que c'est la corruption des élites est une corruption de type mafieux, quelle que soit la distinction, les diplômes et la bonne éducation des uns ou des autres. Il se trouve qu'on a beau être... on peut sortir de l'ENA, si on trempe dans ces combinaisons délinquantes et criminelles, on constitue une mafia. Et donc, voir qui, derrière ces relations, s'il n'y a pas autre chose, des relations entre les peuples, des relations entre les communautés. Parce que ces gens-là nous menacent dans le devenir de nos relations de voisinage, d'amitié. Ils menacent la paix du monde. Et en particulier la paix de cette région du monde. Voilà. Je vais vous demander de faire court dans vos questions. On fera un tour et peut-être un deuxième tour de questions pour que tout le monde puisse parler. Donc, y a-t-il de questions? Moi, j'en avais une, le temps de laisser réfléchir les autres. Je souhaiterais savoir, en fait, s'il y a eu une évolution au niveau de comment ça s'appelle, on estime que c'est les clans au pouvoir, plutôt derrière, c'est l'armée qui dirige l'Algérie, et que les présidents élus ne sont que des façades. Est-ce que dernièrement, il y a eu une évolution, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu une emprise de plus en plus grande des oligarques, des affairistes, par rapport aux décennies précédentes? Oui, deux choses. D'abord, je voudrais une précision, parce qu'on s'en mêle un peu, à vrai dire, quand on ne suit pas la question de très près. Sur la chronologie précise des différentes étapes du pouvoir algérien, par exemple, l'épisode Boudiaf, je n'ai pas l'impression qu'il ait été mentionné, on a prononcé son nom, mais voilà, qu'est-ce qui se passe à quel moment dans le cadre général que vous avez tracé. Et une question connexe, mais qui concerne aussi la situation actuelle et son écologie, c'est: y a-t-il, je suppose que oui, et dans ce cas, quelle est la vie politique de l'Algérie? La vie politique, c'est-à-dire l'organisation de mouvements politiques, d'opposition, de débats publics, etc. Oui, concernant les relations entre l'Algérie et la France, est-ce qu'à travers l'histoire, même avant la colonisation, il y a eu des périodes de rapports amicaux, fraternels,
Alors, je pense à l'époque de l'Empire romain, où il y avait une identité théologique. Est-ce qu'à cette époque, ça peut être un exemple est-ce que vous pouvez nous parler de cette époque et est-ce qu'il y avait des rapports fraternels entre les deux peuples? Et par ailleurs, là actuellement avec la crise en Europe, est-ce que le projet d'Euroméditerranée pourrait se régénérer et est-ce que ça pourrait être un facteur de rapprochement entre la France et l'Algérie, dont les enfants, notamment ceux qui ont la double nationalité, souffrent d'un conflit de loyauté et de cette guerre qui ne veut pas s'arrêter et auquel on souhaiterait profondément qu'elle cesse définitivement. Oui, où en est la liberté de la presse en Algérie et est-ce que le développement des réseaux, modifie justement la liberté d'information et de retrouvailles un peu des Algériens à travers aussi les mails et tout ça. Ouais. Oui, mais je voulais poser un petit peu la même question dans la continuité du panorama du débat politique ou pas de débat politique interne à l'Algérie. Quel est l'éventail un petit peu de la presse et le rôle des journaux? On entend ici parler des fois de certains éditoriaux, la loi TAN ou d'autres, mais je voudrais savoir ce qu'il en est. Oui, juste un élément critique dans votre discours qui vient de me heurter. De dire qu'il y a des élites françaises qui sont progressistes, qui sont libérales, en opposition à un régime algérien qui presque en fait serait arriéré. Donc déjà, je trouve que dans... Non, mais le régime, enfin, c'est ce qu'il a exprimé là, il y a 5 minutes, c'est ce que vous avez exprimé. J'ai été profondément choqué, si vous voulez, par la reproduction en fait, des schémas, pour le coup, qui s'inscrivent effectivement dans la pensée coloniale et que la gauche française, à travers sa complaisance et le soutien de politiques qui sont racistes dans nos quartiers populaires, n'en est pas moins obscurantiste, en fait, du régime que vous dénoncez, en fait. Et voilà, ça c'est un... Voilà. Après, le fait de dire... oui, je vais faire court. Non, simplement la question de la révolte populaire en Algérie, quand vous avez dit effectivement que le peuple algérien n'est pas un peuple violent, face effectivement aux problématiques de pauvreté en fait, et d'exclusion dont sont l'objet notamment la jeunesse algérienne, est-ce qu'effectivement il n'y aurait pas une solution à travers une révolte populaire aujourd'hui de cette jeunesse en fait? Peut-être qu'on arrête parce que c'est pas une question là. On fera un deuxième tour après. Deuxième tour. Parce que là sinon on est pour. Si vous devez répondre à chacune, vous en avez jusqu'à 22h. Omar, tu peux répondre à la dernière question qui va répondre. Oui, alors s'agissant de moi, ce que j'ai dit, je parlais de l'élite française moderne, c'est assez ironique. Voilà, on se comprend là-dessus. On s'entend bien, c'est plutôt ironique, c'est ce qu'ils affichent, hein, leur modernité, leur progressisme, leur libéralisme, leur démocratisme, etc. Ça n'empêche pas qu'ils soient les meilleurs alliés de gens qui sont antidémocratiques, anti-liberté, etc. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc voilà, s'agissant du rôle des oligarques. Oui, c'est une caste nouvelle qui apparaît dans le paysage politique algérien à la faveur donc, de l'ouverture libérale de ces 15 dernières années, à faveur aussi de l'embellie financière. Et on s'aperçoit que ces gens ont un poids politique, puisque on l'a vu au cours de l'été précédent, un Premier ministre a été nommé qui a eu l'heure de s'en prendre à une des figures de cette oligarchie, et il n'a pas duré longtemps, puisqu'au bout de 2 mois, cet oligarque a fait en sorte que ce Premier ministre soit relevé de ses fonctions. Ce qui est quand même une nouveauté en Algérie. Hein. C'est la première fois qu'on voit de
visu qu'on constate tous, sans faire de l'analyse criminologique, que ces gens ont un poids politique dans la cité et dans l'organisation du pouvoir. Voilà. Pour Boudiaf, tout le monde, je pense, en Algérie a plus grand respect pour l'homme politique qui a été un des chefs historiques de la Révolution. Beaucoup se posent la question de savoir pourquoi il a pris sur lui de couvrir de sa légitimité historique un coup d'État militaire. Lui qui avait toujours refusé d'entériner l'aventurisme militariste et autoritaire de Boumedienne, pourquoi est-il venu couvrir de son aura politique, morale et historique un pronunciamento militaire? C'est quelle date? Janvier 92. Janvier 92. Et la trajectoire tragique de Boudiaf illustre très bien ce proverbe, celui qui veut dîner avec le diable doit se munir d'une longue cuillère. Il a été tué par ceux-là même qui l'ont fait venir pour couvrir cette atrocité du 11 janvier 92. Donc voilà Boudiaf. Boudiaf, c'est un grand chagrin, c'est une grande peine. Et on a beaucoup de mal à avoir vis-à-vis de lui une attitude critique. Il a payé de sa vie une erreur politique gravissime. Paix à ses cendres. En direct, à la télé. Oui, en direct à la télé. Donc pour compléter ça, parce que c'est vrai que je passais un peu vite sur la séquence 91-92, parce que je disais, le gouvernement des réformateurs est tombé en juin 91, parce qu'effectivement, il avait commencé à s'attaquer sérieusement aux grands contrats qui étaient source de corruption. C'était ça le motif principal de son élection. Et ensuite, rebelote un an après, Boudiaf donc, est appelé par les généraux putschistes, et il accepte de les couvrir, comme vient de le rappeler Omar. Mais lui aussi, c'est un homme profondément intègre, et quand il découvre l'ampleur de la corruption du système, il est absolument consterné. C'est là qu'il envoie l'épisode que j'ai raconté, où il envoie des hommes à lui à Paris pour essayer d'avoir des informations qui reviennent, qui vont être tous tués. Ils sont tués dès le mois de mai, et lui, il est tué en public au mois de juin, comme un message très fort. Alors pour répondre à d'autres, pour compléter la réponse sur les oligarques, là, Omar a bien dit le rôle qu'ils jouent aujourd'hui. Alors est-ce que la question qui est aussi en même temps derrière, c'est est-ce que la police politique, qui est au cœur du système depuis l'indépendance et surtout depuis les années de sa guerre, est-ce qu'elle est toujours là? La réponse est oui. Alors, on a dit le DRS a été dissous en 2015, on a dit le général Toufik, qui était son inamovible directeur, président depuis septembre 90, a été démissionné, et que donc le DRS n'est plus là. Mais c'est inexact, c'est-à-dire qu'en fait, tout ça, c'est pour la façade. Ce qui s'est passé, là, je raconte en 2 mots cette histoire, parce qu'elle est quand même très significative, c'est que ce sont les Occidentaux qui ont dit maintenant, ça suffit. C'est-à-dire que la manipulation de la violence islamique, qui a été au cœur de la sale guerre, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, elle a continué après, avec Al-Qaïda au Maghreb islamique, avec une série de groupes terroristes qui ont commencé à s'autonomiser plus ou moins, et qui étaient tous tenus plus ou moins par le DRS dans le Sahara, voire même dans le Sahel. Ça a culminé en janvier 2013 avec une attaque de Tigane Tourine, qui est un grand complexe gazier, où là, l'armée, enfin le DRS, justement, pour réprimer la prise d'otages, il a tué tout le monde. Il a tué des terroristes et 39 occidentaux qui étaient pris en otage par les terroristes en question. Or, on a su, et ça évidemment, les Américains et les Anglais, les Français, ils ont eu 1 mort, ils n'ont rien dit. Les Américains, ils en ont eu 6 ou 7, les Anglais 5, et ils étaient absolument furieux. Et ils ont dit aux Algériens et aux services algériens, maintenant vous arrêtez ça. Vous arrêtez ça, vous arrêtez ces groupes armés que vous contrôlez qui peuvent faire n'importe quoi. Ils l'ont fait un petit peu, mais pas complètement, parce qu'un an après, les Tunisiens qui combattaient un maquis islamiste dans l'ouest de la Tunisie découvrent sur certains des corps des guérilleros qu'ils ont tués, des islamistes de ces groupes armés, des téléphones portables avec dans tous les téléphones des casernes du DRS à Alger. C'était des islamiques de l'armée. Alors les Tunisiens l'ont dit aux Américains, les Américains ont dit maintenant c'est absolument terminé. Et là, effectivement, la seule chose qui a été faite, c'est on arrête un général, le fameux général Hassan, qui était l'homme qui était chargé de la gestion de ces islamistes de l'armée, n'est-ce pas? Lui, il a été arrêté et on a dit qu'il a été emprisonné à la prison militaire de Biskra, et c'est toujours ça, je ne sais rien. Mais toujours est-il que je pense qu'il est exact, ils ont arrêté de manipuler les groupes armés. Néanmoins, et donc, après toute l'histoire de la démission de Toufik, du démantèlement soi-disant du DRS, c'est de l'habillage. La police politique, elle est toujours là, elle est même plus forte que jamais. Alors, on connaît son chef actuel, c'est le général Tartag, qui est un numéro 3 du DRS pendant la sale guerre, qui est un assassin
enfin, un bourreau monstrueux, quoi, qui aimait torturer lui-même, qui a tué des tonnes de gens. Bon, c'est lui le chef de la police politique aujourd'hui. La police politique, elle est partout, elle contrôle tout, et ça permet de répondre à ceux qui posaient des questions sur la vie politique, la liberté de la presse. Il n'y a pas de vie politique, il n'y a pas de liberté de la presse. Hein, on dit que la presse est libre et indépendante, c'est absolument faux. La presse, tant qu'elle parle de choses qui ne gênent pas, elle peut raconter ce qu'elle veut. C'est pas un problème. Mais tout ce qui est... Les réseaux, alors, les réseaux. Attendez, j'y viens, les réseaux sociaux. Donc la presse, elle est totalement sous contrôle. Hein. Il y a des responsables du DRS dans chaque rédaction. Et donc il y a des choses qu'on ne peut pas toucher, n'est-ce pas? L'économie, tout ce qui est dit sur l'économie, c'est sous contrôle. Et évidemment, tout ce qui est sécuritaire, c'est uniquement la version DRS qui a lieu. Quant à la vie politique, on n'en parle même pas. Elle est grotesque, elle est risible, parce que c'est les parlementaires bien payés qui occupent devant de la scène au Parlement pour ne faire strictement rien. Ils n'ont pas ils n'ont aucun pouvoir, strictement aucun. Donc les partis politiques d'opposition qui couinent, ceux du gouvernement qui le soutiennent, ça c'est de la façade. Les réseaux sociaux, est-ce que ça a changé quelque chose? Ben, oui et non, plutôt non que oui, parce que en fait, au début, les services de la police politique étaient un peu prises de court par la montée en puissance de ces réseaux sociaux. Elle a vu qu'ils commençaient à se dire et se faire des choses, passer des choses qui pouvaient être éventuellement désagréables pour elle. Il y a eu quelques tentatives de mobilisation à partir des réseaux sociaux, mais tout de suite, tout est rentré dans l'ordre de plusieurs façons. C'était d'abord, le DRS a utilisé les vieilles techniques habituelles. Chaque fois qu'il y avait un groupe qui émergeait, paf, on l'infiltrait et on le clonait. C'est la technique du clonage. On fait toujours un groupe plus radical que le groupe initial, et après, comme ça, on peut retrouver tout le monde. Et puis le groupe initial qui disparaît. Bon. Et puis, au début, ils étaient assez mauvais, il faut bien dire, dans le contrôle de l'Internet et le contrôle des réseaux sociaux. Mais ils ont fait, le DRS a fait des gros progrès, ils ont appris auprès des spécialistes américains, britanniques, français annexement. Et maintenant, l'Internet est parfaitement contrôlé. Ils ont acquis tous les logiciels, tous les outils qu'il faut pour ça. Ils ont formé des gens, et donc ça va très bien. Donc les réseaux sociaux, c'est comme le reste de la classe politique. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a des autres questions? La première question, c'est pourquoi la révolte? Pourquoi la révolte? Comment la révolte? C'est une question fondamentale. Faut-il encourager la violence? Faut-il encourager le recours aux armes? Faut-il encourager ces types de responsabilités que personnellement, moi je ne prendrai pas? Nous avons autour de nous beaucoup d'exemples de ceux qui, par désespoir ou par manipulation, se sont décidés à affronter les armes dans la main des régimes surarmés. La première victime de ces révoltes-là, on le voit en Syrie, on le voit en Libye, c'est la population. Si c'est pour faire couler du sang, si c'est pour faire encore rajouter de la souffrance à cette énorme souffrance des Algériens, je crois que c'est même pas une question qu'il faut aborder. La révolte, si révolte il y a, ne peut être que pacifique et non violente. Elle ne peut en aucun cas aboutir à une guerre civile. Et ça, je pense que tout individu responsable, qu'il soit algérien, français, japonais, ne voudra pas voir cette population qui a déjà tant donné être happée, précipitée dans un maelstrom de sang et de violence. Ça suffit. Merci. Peut-être sur l'Antiquité, l'Euroméditerranée, là j'avoue que je suis légèrement sceptique, parce que du temps de l'Antiquité, quand c'était l'Empire romain, les échanges entre les deux rives étaient quand même assez limités, mais ça, pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Quant à l'Union euro-méditerranéenne, ça a été une invention sarkozienne, mais qui pour moi est de l'ordre du rideau de fumée, malheureusement, parce que les racines du mal, elles ne sont pas dans l'absence des échanges, elles sont encore une fois dans ces complicités de décideurs qui verrouillent tout le système. Oui, enfin, vous nous avez bien expliqué la collusion qu'il y avait entre les élites politiques françaises et les élites politiques donc en Algérie. Donc moi j'ai un peu envie de vous poser la question suivante. Puisque vous avez bien étudié la question, quels seraient vos souhaits vis-à-vis des partis politiques ou des organisations politiques en France quant à leur attitude vis-à-vis aujourd'hui de l'Algérie ou vis-à-vis des forces d'opposition en Algérie, même si on nous explique qu'elles n'ont pas beaucoup voix au chapitre. Donc comment vous verriez une implication des forces progressistes en France
donc pour vis-à-vis de cette collusion à la fois, mais aussi vis-à-vis, quand même, je crois, des éléments démocratiques qui existent quand même en Algérie. Voilà. Oui, merci à vous deux. J'en viendrai à cette question, pour reprendre ce que vous avez dit. L'islamophobie, c'est plutôt l'arabophobie, c'est ça? L'algérophobie. Oui. Parce que moi, bon, je reviens au point de l'histoire à travers les siècles, pour savoir où l'on va, pour savoir d'où l'on vient. Alors, moi, je reviens à ça, j'ai appris en histoire que les pays du Maghreb n'étaient pas arabes avant. Ils ont été arabisés. Voilà. On peut rejoindre ce que disait la personne sur l'Empire romain. C'est vrai que donc l'Afrique du Nord a été romanisée. Elle a été comme nous les Européens d'ailleurs. Hein. On peut en vouloir aux Romains, on peut en vouloir aux Vikings, vous voyez bien. Et je ne dis pas mes petits enfants la multiplicité de sang qu'ils ont dans leurs veines, entre le nord, le sud, l'est et l'ouest. Enfin, passons, prenons en présent un petit peu, pour en venir donc à ces peuples, à ces empires qui ont toujours envahi d'autres empires. C'est là qu'il est important, pour quitter un peu ces fureurs, de connaître notre histoire. Parce que l'Empire ottoman, il n'a pas fait que du bien. Hein, nulle part. Alors on peut en boire, bon, ben, c'est ce qui arrive d'ailleurs, etc., etc. Donc je voulais vous poser une question par rapport à cette Afrique du Nord qui a été arabisée. Est-ce qu'elle le sait? Moi je connais des Algériens qui ne le savent pas. Et comment se fait-il que ce repli communautaire qui est de plus en plus là, depuis 10 ans, n'en voudrait-il pas plutôt à l'Arabie Saoudite qui les a encore ou arabisés? Alors déjà, en 4 points, un grand bravo pour l'éclairage que vous nous avez apporté, tous les deux, et pour le courage que vous manifestez dans votre action de transmettre et de faire savoir des vérités que peu d'entre nous possèdent. J'aurais passé 2 heures d'avoir appris énormément de choses. Donc vraiment un très grand bravo pour votre combat et votre capacité à nous transmettre ce savoir. 3 petits points très rapides. Tout à l'heure, quand vous répondiez au monsieur sur la violence, en fait, vous citez les paroles d'un enfant de Bellecour qui avait dit bien avant les autres, quand on utilise la violence et la torture dans l'opposition, ça deviendra demain des outils de gouvernance. Et vous voyez très bien qui est cet enfant de Bellecour. 2 points ensuite. Je suis très pessimiste. C'est quel l'homme révolté. Et qui a mis en marche de toute l'intelligentsia de gauche à l'époque. On s'est aperçu 40 ans après, avec les échecs des dictatures maoïstes, vietnamiennes, FLN, que ce monsieur avait raison avant tout le monde. Et c'est un enfant de Bellecour. Pardon? Du boulevard. Exactement. Tout en étant né à Mondovino. Il a passé 4 mois là-bas, il file sur Alger. On ferme la parenthèse. Oui, les 2 autres points. 1, je suis très pessimiste sur l'évolution, j'attendrai votre retour, sur un pays qui s'est construit, qui est né dans une démarche de militaire au pouvoir. C'est-à-dire ce pays, dès sa naissance, il est bébé, ça fait 60 ans, il s'est construit sur cette culture. Donc moi je me dis, quid pour en sortir? Et deuxièmement, j'aimerais que vous me confirmiez l'état de démarcation qu'on prête aux militaires entre à la fois une tendance qui serait proche d'une sorte d'accord, de compromis avec les islamistes, et une autre qui le refuserait. Donc est-il vrai que cette ligne de démarcation entre les militaires est essentielle? Elle est celle-là. Voilà, c'est les 2 points. Et puis sur l'avenir d'un monsieur qui a maintenant 60 ans et qui, depuis son premier jour, a vécu au son des uniformes et des bottes. Il y a d'autres questions. Est-ce que vous voulez répondre maintenant ou plus tard? On fera un autre tour pour... Rapidement, ce qu'on attend des partis français. On attend des partis français ou des hommes politiques français la même rigueur que celle qu'ils ont manifestée vis-à-vis des régimes totalitaires d'Europe de l'Est. On ne leur demande pas de faire la politique à notre place ou de mobiliser les Algériens à notre place ou de choisir
quel serait l'interlocuteur le plus qualifié pour parler au nom de telle ou telle catégorie d'Algériens. Que les partis français se déterminent comme ils ont su se déterminer vis-à-vis de l'URSS ou vis-à-vis des dictatures des pays de l'Est. Point, c'est tout. Si tout ce qu'on leur demande, c'est d'être cohérents avec eux-mêmes, si tant est que cela puisse être à leur portée, et de dépasser un peu les clichés réducteurs essentialistes du type civilisationnel, pour admettre que les Algériens sont des êtres humains comme tout le monde, que les Algériennes aussi sont des êtres humains comme tout le monde, et qu'ils ont droit au même droit et à la même dignité que les Russes, et les Kirghizes, et les Polonais ou les Tchèques. Voilà, c'est tout ce qu'on attend des partis français. En ce qui concerne maintenant le rôle de l'Empire ottoman, ça c'est un terrain sur lequel je m'aventurerai avec beaucoup de prudence. Ce que je peux dire, c'est que l'invasion arabe qui a eu lieu en Afrique du Nord au 7e siècle est contemporaine de l'invasion franque, ici en France. Donc, est-ce que vous sentez la dureté d'avoir à assumer un passé germanique qui vous a écrasé avec les invasions franques? Moi, en tant qu'Algérien, je me sens très à l'aise dans mon histoire arabe, berbère, turque, française, byzantine, romaine. J'ai aucun problème avec ça. Ceux qui essayent de me diviser ou de m'atomiser en fonction de référents culturels sont ceux qui cherchent à diviser le front social et à l'émietter sur des fausses contradictions. Nous avons chacun des sensibilités. Moi, je suis à moitié berbérophone et à moitié arabophone. Vous n'allez pas me demander de me diviser en deux. Ma mère est berbérophone, ma mère est arabophone et mon père berbérophone. Et en plus, à moitié francophone. En plus, c'est francophone. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse quand même? Donc, alors si moi, en plus, j'aime bien la cuisine turque, leur musique, etc. Je ne pense pas qu'il faille aller dans des positions systématiques de rejet ou de confrontation. Je pense qu'on peut faire des synthèses avec cet héritage. Et la pluralité est tout, sauf un inconvénient. La pluralité est une richesse extraordinaire. Je vais dans ce sens. Voilà, donc c'est tout. Donc, plusieurs origines, moi. Voilà, maintenant, ce que je... Mais c'est pas, votre cas, c'est pas le cas de tout le monde. Eh ben, le cas de tout le monde, madame, je ne sais pas. Je suis content qu'il y ait des cas différents, que sans fleurs s'épanouissent, que sans école rivalise, comme le disait monsieur chinois, j'ai oublié le nom. Un mot sur, pour compléter là, ce que dit Omar sur qu'est-ce qu'on peut attendre de la classe politique française, en particulier de ceux qui se disent progressistes et de gauche. Eh bien, moi je suis d'accord avec ce que tu disais, qu'ils soient cohérents par rapport à leur combat antérieur, mais surtout que là, s'agissant d'Algérie, de ce qui se passe en Algérie, eh bien, qu'ils soient aux avant-gardes pour dénoncer les violations des droits de l'homme et les criminels qui les ont commis. On les connaît, ces gens-là, on a donné les noms, on a documenté, on a des fiches, on a des milliers de témoignages de familles de disparus, on sait qu'est-ce qui leur est arrivé, qui les a arrêtés, comment, pourquoi, etc., etc. Il y a un énorme travail qui a été fait, pas seulement par Algeria Watch, mais par les familles et le comité des familles de disparus en Algérie et SOS disparus. Il y a des organisations internationales aussi, comme Trial par exemple en Suisse, qui a maintenant aidé à lancer des actions judiciaires contre le général Netza, qui était ministre de la Défense en 1993 et qui a couvert la torture dont ont été victimes certains des plaignants qui l'ont fait. Donc il y a une procédure en cours. Et bien donc qu'on fasse des procédures comme ça, qu'on soutienne des militants peu nombreux comme nous qui essayons de faire connaître et dénoncer ces violations des droits de l'homme. Pour l'instant, du côté du PS, du côté du PC, une partie importante de l'extrême gauche qui s'intéresse malheureusement pas beaucoup à ces questions-là, on n'a pas de son, pas d'image, quoi, grosso modo. Et effectivement, mais tout ça, ça vient... Moi, souvent, je pense que sur l'Algérie, c'est particulièrement difficile. Et je pense que la France est malade de sa colonisation algérienne. Moi, j'appelle ça la maladie algérienne de la France. Voilà. On a commencé à travailler là-dessus avec quelques-uns, c'est-à-dire que l'occultation dont je parlais tout à l'heure, le déni des horreurs de la colonisation, elle est présente encore dans la société française. Elle est au cœur justement de tous les problèmes de racisme, de violence anti. Je rejoins tout à fait ce que dit Omar. Quand on parle d'islamophobie, en fait, c'est contre les Arabes. Et quand on dit contre les Arabes, c'est contre les Algériens, parce qu'ils font peur, ces Algériens. C'est des gens qu'on a opprimés pendant 132 ans, et qu'aujourd'hui, leurs petits-enfants sont là, sont devenus français. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Donc il y a toute une série de fantasmes absolument déments qui occupe la société française et sa classe politique en particulier. De ça, il faut se débarrasser. Là-dessus, je rejoins madame. Il faut faire de l'histoire. Il faut se pencher sur cette histoire, mais l'histoire récente, l'histoire des 2 derniers siècles, parce que c'est celle qui détermine la position d'aujourd'hui. Et j'ajouterais que du côté algérien, je vous posais la question tout à l'heure de comment
ce pays peut se sortir dans une culture militaire depuis l'indépendance, comment il peut s'en sortir? Et ben, de la même façon, je dirais, c'est-à-dire que s'il y a une maladie algérienne de la France, il y a une maladie française de l'Algérie. La société algérienne est malade de la colonisation. Là, je vais publier à la rentrée un livre qui m'a beaucoup marqué, qui est une psychanalyse franco-algérienne, qui s'appelle Karima Lazeli, et on a appelé ça le trauma colonial. Elle travaille sur... Elle a été frappée avec ses patients algérois de voir qu'ils ont des pathologies psychiques qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et en creusant, elle s'aperçoit que ça remonte à la colonisation, le fait. La question, par exemple, de la disparition des personnes. La question qu'est-ce qu'ont fait les Français, par exemple, pour vous donner une idée, à la fin du 19e, ils ont changé l'état civil pour pouvoir mieux cadrer la population, et on va renommer les familles. C'est un truc absolument inouï. Ça veut dire que des gens d'une même famille vont se retrouver avec des noms différents. Et jusqu'à aujourd'hui, ces cousinages vont disparaître, n'est-ce pas? Et je pourrais parler pendant 2 heures là-dessus, sur cette affaire-là, des changements de nom. Mais qu'est-ce que ça a fait? Ça a surtout cassé les lignages. Une société où les enfants ou les petits-enfants ne savent plus qui sont leurs grands-parents. Vous vous rendez compte de ce que ça fait? C'est une société qui est profondément atteinte. Et là-dessus, elle explique que ça favorise le fratricide. Les Français ont entretenu le fratricide entre les Algériens eux-mêmes, et le régime indépendant qui va chausser exactement les bottes des colons sur ce plan-là. Il va aussi entretenir le fratricide. Hein, ce qui a été la guerre, déjà pour la guerre de libération, on avait la guerre entre le MNA et le FLN, une guerre dans la guerre, n'est-ce pas? Et bien ça va continuer après l'indépendance. Et donc là aussi, tant que le régime algérien continuera, comme le fait le gouvernement français, à étouffer la connaissance sur ce qu'a été l'histoire de leur pays et les relations entre nos deux pays, et bien tout ça continuera. La culture militaire, la culture de la violence, des élites, pas du peuple, là-dessus je rejoins aussi Omar, elle perdurera. Donc voilà, il faut faire de l'histoire, il faut travailler. C'est un mot transparent. Merci pour l'exposé. Je suis d'accord à 99%, je suis sûr, enfin, c'est normal, on est sur à peu près la même ligne. C'est le 1%, j'aimerais quand même le développer parce que c'est important. Parce que quand j'écoute, c'est exactement la même question que j'ai posée il y a 20 ans, qui a fait débat il y a 20 ans. On a l'impression, effectivement, quand on écoute comme ça et qu'on ne connaît pas, enfin, de l'extérieur, j'espère que pas, en tout cas, c'est mon ressenti suite à ce débat, parce que je suis dans le débat depuis longtemps. C'est qu'on a l'impression que c'est l'Algérie, c'est les militaires qui ont tout foutu, etc. Et que, alors, moi, ce truc-là qui est réel, bon, alors là, à 100%, 1000%, et à la limite, j'en veux d'abord aux militaires parce que c'est eux qui sont le pouvoir. Mais ce 1% avec lequel je suis pas d'accord, les islamistes, ils ont leur part, leur responsabilité dans la décomposition de cette société. Et les islamistes, encore une fois, c'est pas après l'arrêt du processus électoral, c'est bien avant l'arrêt du processus électoral. C'est quand on était étudiant et quand on venait nous massacrer, nous tabasser parce qu'on voulait monter des syndicats, quand on était dans des associations de femmes, on venait nous frapper, évidemment le pouvoir ne disait rien, bien sûr, on est d'accord. Mais leur responsabilité, je pense qu'il faut la signaler, parce que sinon on est dans un débat quelque part faussé. Et là, j'espère que j'ai mal entendu, M. Gez, mais quand j'entends l'islamisme réel en France, et comme si que les islamistes, enfin, je l'entends comme ça, peut-être à tort, et c'est pour ça que je pose la question. Et c'est comme beaucoup de choses, les islamistes, ils sont méchants en France, on en parle parce qu'ils viennent à nos portes, mais quand ils étaient en Algérie, et je parle d'autres camarades marocains, etc., je ne veux pas citer le nom, qui ont fait la campagne pour soutenir, pour dénoncer l'Algérie, et qu'une fois que les islamistes sont revenus chez eux, c'est eux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Je ne le dis pas parce qu'on sait de qui il s'agit, et je ne veux pas rentrer dans ces détails. Alors moi, ça, quelque part, je finis. Quelque part, je pense qu'il faudrait que... Il y a quelque chose qui me gêne encore. Juste, encore une fois, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a été rasé. Moi, j'ai quitté l'Algérie parce que, comme beaucoup de gens ici, soit on a été condamné, soit on a été par les islamistes, soit par le pouvoir.
mais il reste aujourd'hui quelque chose. Il reste quelque chose. Et moi, je ne veux pas qu'on dise qu'il n'y a rien, que tout est... C'est pas vrai. Au moment où je parle, où on parle dans cette salle, il y a des manifestations à Béjaïa pour libérer un blogueur qui a eu 7 ans de prison il a eu 10 ans, mais enfin, on a baissé à 7 ans de prison parce qu'il a, sur son site, voilà, je ne sais pas parce que Diabel est en train de me stresser, de blanc. Juste encore un mot, je ne peux pas ne pas le dire, sur l'identité. Le problème, enfin, moi, avec madame, le problème, c'est pas nous. Moi, je savais pas qu'on avait ce point en commun en Mara. Moi aussi, je suis de mère arabophone et de père kabyle. Le problème, c'est pas nous, c'est ceux qui ont pris le pouvoir depuis l'indépendance, qui ont voulu nous effacer cette partie. Et tant qu'elle n'est pas réglée, réellement, elle n'est pas réglée sur des trucs, ça fait des Macs, ça fait des Macs qui appellent de Londres pour aller à la violence. Et la régler, il me semble, il me semble, c'est pas de dire on est amazir, arabe, etc. Bien sûr, dans une phrase, il faut dire ça. Moi aussi, je dis, dans une manif, quand il y avait nous ne sommes pas algériens, nous ne sommes pas des arabes. Moi, je dis, nous sommes tous algériens, Tamazir, des laïcs, oui, bien sûr. Mais en même temps, on ne peut pas la... Alors, quand même, je pose une question. C'est un monologue. Je la pose ma question. J'aimerais bien, parce que je la pose en plus, parce que je suis dans un processus. Qu'est-ce qui fait que cette opposition, on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau, quoi. Voilà. Donc, on a des points communs, on a des trucs, et paf. Voilà. Donc, voilà. Moi, j'ai des idées, mais je ne vais pas encore les développer. Oui, moi je voulais vous remercier aussi de vos exposés respectifs, parce qu'on apprend beaucoup de choses, c'est vrai, qui sont peu connues ici. Donc, merci. Il y a juste une chose qui m'a un peu posé question dans ce que vous avez dit, Omar, sur quel type d'opposition on peut construire. Il faut que ce soit une démarche pacifique et pas une démarche violente, parce que sinon on va se faire écraser. Vous avez donné l'exemple de la Syrie. Mais je rappelle quand même qu'en Syrie, les opposants sont partis d'une démarche pacifique. Et ils se sont fait écraser. Et c'est pour se défendre. C'est pour se défendre qu'après, il y a eu effectivement le choix de la violence, mais ils n'avaient aucune marge de choix. Ils n'avaient aucune marge de choix parce que la voie pacifique, elle a été écrasée. Donc, voilà, ça me gêne un peu cette apparente condamnation que vous faites de l'opposition syrienne. Est-ce qu'ils avaient vraiment le choix ? Et est-ce que si en Algérie une opposition pacifique se développe, est-ce qu'elle ne sera pas elle aussi condamnée à la violence, à une répression, y compris sanglante? Voilà, c'est ma question. Très bien, je pense que... Et donc les femmes ont joué un rôle très important dans la révolution algérienne et à la libération en 1962. Les généraux, ils ont voulu se débarrasser des femmes. Ils ne voyaient pas un pouvoir partagé avec les femmes. Et donc, on dit bien qu'ils sont allés, ils ont envoyé des messagers en Égypte à chercher les musulmans les plus... comment on appelle les russes, ils sont allés chercher en Égypte les imams et pour faire taire, pour développer un islam radical en Algérie. Et puis donc ils sont arrivés à leur fin, à écraser l'identité des femmes. Mais en France, on a vu quand même les femmes, les Algériens, moi je ne suis pas aussi pessimiste que vous, les Algériens sont très impliqués, et les femmes également dans les syndicats, dans les milieux associatifs, on en voit énormément, elles sont très dynamiques, même dans les conseils dans les conseils syndicaux, donc il y a un grand espoir de cette présence des femmes, et elles sont très dynamiques, et donc en Algérie, ça serait bien que maintenant que l'islam s'est un peu atténué, qu'elle retrouve la parole et le combat.
Pour revenir un petit peu au passé antique de l'Algérie, et notamment au passé berbère, et la spiritualité animiste qui précède les différents monothéistes, où la question de la terre était très importante, il y avait un grand respect pour la terre, et notamment pour l'eau. Est-ce que, par rapport au mouvement actuel dans la jeunesse, notamment française, de rejet du néolibéralisme, d'une forme de néo-primitivisme ou une conscience écologique de plus en plus importante, qu'en est-il justement des rapports entre les deux jeunesses algériennes et françaises, et tout particulièrement sur cette question écologique, et notamment sur les effets de la société de consommation en Algérie actuelle, et sur la bétonisation, la consommation de masse, et sur, d'une certaine façon, l'atteinte, de mon point de vue, critique à l'égard de l'environnement, de la biosphère algérienne. Est-ce que dans ce mouvement actuel de rejet du néolibéralisme à la part de la jeunesse, est-ce que la question écologique ne pourrait pas être un critère d'espérance pour justement une unité, on pourrait dire, idéologique entre les peuples européens et africains? C'est juste parce que je crois que ma question initiale a été mal posée et donc il a été répondu un peu côté. Je ne m'interrogeais pas sur la vie parlementaire en Algérie. Quand je disais la vie politique, je pensais à quelque chose de plus profond que ça. Et donc je rejoins un peu la question de Saladja. Il y avait des militantes et des militants de différentes organisations. Il y avait le Front des Droits socialistes, il y avait le FLN, il y avait le PAX, et il y avait le Front islamique du salut. Il y a des gens, il y a des courants d'opinion, il y a des mouvements, des gens qui s'organisent d'une manière ou d'une autre, avec plus ou moins de répression, de possibilités de débat. Alors que ça n'ait pas d'impact sur la vie parlementaire, que ça se traduise par une vie électorale réduite à zéro et avec des gens qui s'en foutent parce qu'ils savent que ça n'a aucun effet, c'est une chose. Ma question était, qu'en est-il dans la société des courants d'opinion politiques? On est d'accord à 100%, je vous rassure, le 1%, c'est pas un désaccord. J'ai dit tout à l'heure que les islamistes politiques, pour moi, c'était les adversaires politiques, et ils ont été violents, et effectivement, c'était un côté dogmatique, sectaire, absolument dément, qui a été d'ailleurs entretenu et attisé par le régime, et je considère que ce sont des adversaires politiques, soyons absolument clairs. Ils ont une responsabilité dans tout ce qui s'est passé, nous sommes tout à fait d'accord. Il n'y a pas d'ambiguïté sur ce plan-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que justement, finalement, pour répondre à cette question tout de suite sur qu'est-ce qui subsiste encore aujourd'hui au niveau des courants d'opinion, si on ne peut plus parler vraiment de partis politiques ou de forces constituées, malheureusement, plus grand-chose. Il faut être tout à fait lucide. C'est-à-dire que s'agissant des islamistes, c'est pas qu'ils ont été atténués, c'est qu'ils ont été tout simplement massacrés. Et que quand on a vendu 200 000 là-dedans, ils ont ciblé d'abord les militaires. Justement, il y avait dans le FIS des cadres qui étaient des cadres responsables. Je pense en particulier à Abdelkader Achani, qui a été assassiné en 1999, et qui était sans doute, qui faisait partie de la partie la plus politique, au bon sens du terme, du Front islamique du salut. Ils l'ont tué, c'est pas par hasard. Parce que ce type-là, justement, était prêt à faire des compromis avec les laïcs, était prêt à construire une Algérie, une société civile digne de ce nom. Alors évidemment, ça aurait pu prendre un tour, comme on a pu le voir ou pas en Tunisie, on ne sait pas. Est-ce qu'ils auraient pu tourner vers Ennahda ou pas? On ne sait pas, c'est pas arrivé, et ça ne peut pas arriver. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, nous, on a monté aussi depuis quoi 4-5 ans maintenant des comités de soutien au syndicalisme autonome algérien. Vous disiez, il y a des femmes qui s'y impliquent, vous avez tout à fait raison, c'est vrai. Mais c'est absolument terrible parce que c'est comme ces syndicats autonomes là, qui se sont constitués en s'appuyant d'ailleurs sur des lois de la période de 90. Hein. Ils sont renés de leur cendre à partir des années 2005, là, et ils ont commencé à faire des choses. Il y a des mobilisations, il y a des grèves, il y a des mouvements, mais pareil, à chaque fois, le clonage, la répression et le clonage. C'est totalement désespérant. Et quand il y a des groupes de jeunes qui se mobilisent, vous disiez sur l'écologie, oui, il y en a qui se bougent un peu là-dessus, parce que la situation écologique et environnementale du pays est totalement catastrophique. Pareil, dès qu'une agrégation de personnes, quel que soit leur âge, quel que soit leur nom, quel que soit leur sexe, peut tout simplement, non pas menacer le système,
impensable, inimaginable. Mais simplement mettre en cause certains de ces rouages, paf. D'abord, c'est soit le clonage, soit on tape. Voilà, c'est tout. Allez, vous parlez du blogueur qui vient de prendre 7 ans pour des conneries. Mais c'est un symbole, en disant, les gars, attendez, si sur Facebook ou sur Twitter ou sur je sais pas quoi, vous dites des choses qui ne vont pas, et ben voilà ce qui peut vous arriver demain matin. Voilà, comme la justice est aux ordres, etc. Donc c'est extrêmement dur. Moi, je suis ultra admiratif des camarades algériens qui continuent à se battre dans des conditions aussi épouvantables. C'est une foutue dictature. Il faut bien le savoir. Et que la menace de la violence, elle est permanente. Les camarades algériens, derrière, ils nous disent, quand ils viennent ici, en plus, il faut voir, c'est une atmosphère étouffante, qui nuit à la possibilité même de construire des relations sociales normales. Hein, voilà. Bon, enfin, en ce qui concerne ce que disait Sahaja sur la responsabilité des islamistes, il faut bien comprendre qu'effectivement, elle est antérieure à l'avènement du fils. Il faut bien comprendre que les islamistes ont été toujours partie du système de pouvoir en Algérie. L'islam politique n'est pas une création extérieure à l'Algérie, c'est une création interne. Les profs d'arabe égyptiens qui sont venus n'ont pas particulièrement renforcé un patriarcat et un archaïsme socio-culturel qui est bien présent dans une société qui sort de 130 ans de nuit coloniale avec 98% d'analphabètes. Donc il faut bien identifier les causes. Je ne sais pas quel est le philosophe français qui disait « Dieu se rit des gens qui déplorent les conséquences de causes qu'ils chérissent ». Les conséquences ne sont qu'une apparence. Les causes sont plus profondes. L'islam politique, pour en revenir à ta question, il a bien été stimulé par ces gens-là. Quand on était à la fac dans les années 70, on se souvient parfaitement qui encadrait les nervis et islamistes de l'époque. On voit bien. Mais en même temps, force est de reconnaître que les forces de gauche, les forces progressistes, n'ont pas su répondre aux attentes populaires. Par exemple, je le dis, même s'il y a des camarades paxistes ici, les paxistes ont soutenu, ont servi de caution idéologique au régime de Boumedienne pour la révolution agraire, par exemple, qui a été vomi par la population. Donc des positions de supplétifs politiques au nom de ce qu'ils avaient appelé le soutien critique ont créé les conditions, le boulevard ouvert devant les islamistes. Ça, il faut reconnaître. De la même manière que le contexte international a énormément pesé. En 1979, il se passe 3 choses. L'avènement de la révolution iranienne et la chute du Shah. L'invasion de l'Afghanistan par l'armée rouge. Et, plus anecdotique, mais ça a eu une importance, l'invasion du Cambodge par l'armée populaire du Vietnam. Donc, il se passe 3 choses. On voit, qu'une révolution populaire met à bas un despote, un pharaon, un tyran innommable qui était le Shah d'Iran. On voit que l'armée rouge envahit un pays souverain, et on voit qu'une armée populaire de libération envahit un pays voisin. Donc, si vous voulez, dans la population, parce que les Algériens sont informés, hein, c'est pas ce qu'on croit, ils sont informés, ils savent ce qui se passe, ils sont lucides, ça joue énormément. Le seul secteur idéologique où ils se sont retrouvés en termes de guidance morale, je sais que le mot moral, en Europe, ça n'existe plus tellement, mais dans nos populations, le mot moral a un sens très profond. Le bien, le mal, le refus de l'injustice, tout ça a été parfaitement géré et retransmis par les islamistes. Infiniment mieux que par les marxistes, j'ai le regret de le dire, parce que c'est vraiment cette famille-là qui est la plus proche de ce que je crois. Voilà. Donc, maintenant, quel type d'opposition? Alors, effectivement, Madame a raison, moi, je ne condamne pas l'opposition syrienne. Je condamne ceux qui ont pris les armes. Ceux qui ont pris les armes sont responsables. Quand vous prenez les armes, vous engagez votre responsabilité. Quand vous prenez les armes pour une défaite assurée, qui va coûter ce sang à ce peuple, vous assumez une responsabilité. Moi, je crois que la violence révolutionnaire, elle ne se justifie que dans un cas,
quand votre pays est envahi, quand vous êtes dans une situation coloniale, oui. Autrement, la violence doit être totalement exclue du débat et du champ politique. Totalement. Ils se faisaient raser leur main. Voilà, mais ils ne pouvaient pas, ils ont pris les armes, ils prennent la responsabilité. Hafez Assad, nous le savons depuis la dictature de Hafez Assad, on la connaît depuis les années 60, c'est un boucher monstrueux. C'est quelqu'un qui a rasé, le père de celui-là, a rasé la ville de Hama. Voilà, on le sait, bon, très bien, mais comment faire? Est-ce que vous allez encourager des Algériens à prendre des armes contre ces gens? C'est la dernière chose que je fais. Voilà. Donc, on ne peut pas, on ne condamne pas l'opposition syrienne, mais on est obligé de reconnaître, au nom du principe de réalité, c'est un principe clair, quelles sont les forces qui ont cru possible de prendre les armes pour mettre à bas un régime et qui, loin de le mettre à bas, ont créé un bain de sang, un carnage. Excusez-moi, au début, ils n'ont pas pris les armes au début. Au début, ils ont pris les armes, on leur a donné des armes. Ou quand ils aient choisi de les prendre, ils les ont prises à un moment. Il ne fallait pas prendre des Parce armes. qu'en 91, il y avait des manifs à Paris pour les soutenir. On n'était pas nombreux, moi j'étais. Il y a eu des manifs en 91 pour les soutenir, en 2011, pardon. On ne prend pas des armes. Mais ils n'ont pas pris au début. Non, mais c'est important de le dire. Le même d'Alep. Non, mais laissez-le terminer, madame. Terminer. On dit qu'ils aient pris les armes au début ou à la fin, c'est pas un problème. Moi, ce que j'ai dit, on ne prend pas les armes. Voilà. C'est clair. Ils n'ont pas pris au début. Au début ou à la fin, madame, je vais vous le répéter. Voilà, il y a un désaccord fondamental. Ceux qui prennent les armes, si vous prenez les armes pour amener votre population dans une paix de sang, vous êtes coupable. Vous êtes aussi criminel que ceux que vous combattez. On voit bien aujourd'hui ce qu'est l'opposition armée syrienne. C'est une opposition qui est financée par l'étranger, par les Séoudiens, par les Qataris, par les Turcs. On voit bien qu'il y a des problèmes graves. Nous ne voulons pas en Algérie que des forces étrangères viennent financer nos opposants au nom d'une démocratie de la mitrailleuse. C'est tout. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, si vous êtes d'accord pour qu'il y ait le recours aux armes, c'est très bien vous. Je respecte votre point de vue. J'espère simplement que vous ne serez jamais majoritaire chez moi. Merci beaucoup.